le centre de soins, mais surtout sur les nouvelles technologies qui nous permettent de suivre les jeunes tortues marines. Avec Tony qui viendra juste après moi. Donc il existe, pour les personnes qui ne savent pas, donc il existe à peu près 350 espèces de tortues dans le monde. Et donc on va avoir 260 espèces d'eau douce, donc des espèces qui sont plutôt dulcapicoles. On va les reconnaître facilement parce qu'ils vont avoir donc des doigts qui sont séparés, réunis par des membranes pour faciliter leur nage. Ils vont avoir également un cou très long, avec au niveau de leur museau des narines qui peuvent être aussi très longues et qui peuvent former une trompe. Et elles ont également une petite dossière bombée. Donc vous en avez une représentation ici. La cistude d'Europe, qui est une espèce qui est protégée en France. Ensuite, vous avez donc les espèces terrestres qui vont avoir donc une dossière encore plus bombée, avec des pattes avec 5 doigts qui sont réunis et seuls les ongles vont être visibles. Et on va avoir également 7 espèces de tortues marines. Donc ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être finalement tout savoir sur un même groupe, ce qui est complètement exceptionnel, puisque normalement il y a beaucoup plus d'espèces, donc on pourrait tout savoir sur les tortues marines avec uniquement ces 7 espèces-là. Et on peut les différencier en 2 groupes, les chélonidés, donc elles vont avoir une carapace recouverte d'écailles. Il y a 6 espèces qui représentent ce groupe, et les dermochelidés qui n'ont pas d'écailles, enfin qui n'ont pas de carapace à proprement parler, et qui sont représentés par une seule espèce, qui est la tortue-luth. Donc elles vont avoir une aire de répartition qui est différente selon l'espèce. La tortue-luth ici, comme vous pouvez le voir, elle va avoir une répartition géographique vraiment très très étendue. On peut la retrouver aussi bien dans les eaux tropicales que dans les eaux tempérées ou même très froides. On peut la voir s'alimenter sur le plateau du Canada. Et on va avoir principalement des sites de ponte dans l'Atlantique Nord au niveau donc du plateau de la Guyane française. Elle peut mesurer donc jusqu'à 2 mètres. Elle peut peser jusqu'à à peu près 400 kg, avec un record à 916 kg. Et c'est une espèce qui va manger uniquement des méduses. Et sur la façade manche atlantique, c'est une espèce qui va venir spécifiquement s'alimenter des énormes méduses que l'on peut voir échouer sur les plages. Donc ici, vous en avez une grosse rhizostome. Donc les tortues peuvent avoir effectivement ce type d'aire de répartition très large, et également d'autres espèces qui vont avoir une aire de répartition beaucoup plus restreinte, comme le cas de la tortue de Kemp, qui est la plus petite des espèces de tortues marines, avec une répartition principalement dans l'Atlantique Nord et des sites de ponte uniquement observés dans le golfe du Mexique. Donc c'est une espèce qui va réaliser ce que l'on appelle les arribadas, c'est-à-dire un arrivée en fait de tortues marines de femelles qui vont venir pondre sur la même plage au même moment. Et donc c'est une espèce qui est en danger critique d'extinction. Donc cette espèce va avoir une aire de répartition très restreinte, et puis on va avoir également la tortue à dos plat que l'on va uniquement observer sur les eaux australiennes au nord, sur la côte nord de l'Australie. Et on connaît très peu de choses sur cette espèce-là, donc les données sont insuffisantes pour pouvoir la qualifier selon la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Pour pouvoir différencier ces différentes espèces, on va regarder principalement au début deux caractères principaux. Donc, est-ce que j'ai une carapace avec des écailles ou est-ce que j'ai une carapace sans écailles? Et donc, s'il n'y a pas d'écailles, c'est sans équivoque, ça sera forcément une tortue-luth. Si on a une espèce avec une carapace qui présente des écailles, on va compter le nombre d'écailles qu'elle va avoir sur la dossière, et puis ensuite, on va regarder les écailles qu'il va y avoir au niveau de la tête, et en fonction du nombre que l'on va retrouver, ça va nous donner l'identité de l'espèce que l'on va observer. Sur les plages de ponte, on peut également identifier l'espèce en fonction de la symétrie ou de l'asymétrie et également de la largeur en fait des traces qui vont être laissées par les tortues marines. Et c'est comme ça que les patrouilleurs sur les plages vont pouvoir retrouver de quelle espèce il s'agit. Donc elles ont un corps qui est très bien adapté au milieu marin, puisqu'elles vont passer plus de 95% de leur temps sous l'eau. Donc elles vont avoir des pattes qui sont larges et aplaties, les pattes antérieures, qui vont être utilisées donc pour la propulsion,
tandis que les pattes arrière, elles vont être courtes et arrondies et elles vont plutôt servir de gouvernail sous l'eau, mais également de pelle lorsqu'elles sont à terre pour pouvoir creuser leur nid. On voit également donc qu'elles ont une carapace qui est beaucoup plus profilée et aplatie, qui va améliorer leur hydrodynamisme dans l'eau, comme à la différence de la tortue de terre, où on voit qu'elle a une carapace qui est vraiment très bombée, ce qui n'est pas du tout adapté au milieu marin. La tortue marine, elle va avoir une carapace qui est réduite au maximum pour pouvoir être le plus efficace, le plus hydrodynamique sous l'eau, ce qui va lui permettre, étant donné qu'elle a réduit complètement sa carapace, elle ne va plus pouvoir rentrer ni ses pattes, ni sa tête à l'intérieur de sa carapace. Ce qui n'est pas le cas pour les tortues d'eau douce ou les tortues de terre, qui, elles, ont de la place pour pouvoir rentrer tous leurs membres. Elles ont également une forme du bec qui est adaptée au type de proie. Et puis, si vous regardez ensuite sous cette apparence, eh bien, on va avoir un squelette osseux qui va se construire en fait dans l'œuf. On va avoir une colonne vertébrale avec des côtes. Et les côtes, en fait, elles vont se fusionner les unes aux autres pour former des espèces de plaques qui vont s'étendre, grandir avec la tortue. Ça, c'est sur une tortue qui est immature, donc une jeune tortue, donc on voit qu'il y a quand même encore pas mal de symphyses, donc de trous. Et puis ces trous vont être facilement comblés au fur et à mesure avec donc de l'os. Et une tortue adulte, elle, ne va plus du tout avoir de trous, elle va être complètement comblée par cet os-là. Et sur cette structure osseuse, vous allez avoir posé les écailles qui sont faites de kératine, les écailles que l'on va pouvoir compter pour pouvoir identifier une espèce ou une autre. Chez la tortue luth, encore une distinction par rapport aux autres espèces. Donc elles vont avoir au niveau de la colonne vertébrale donc un os qui ressemble un peu à un os papilloforme, enfin en forme de papillon, beaucoup plus simple, et des côtes qui sont flottantes. Et en fait, la tortue luth, comme c'est une espèce qui va aller très profondément, qui est une grande nageuse, une grande plongeuse, et bien pour éviter du coup d'exploser avec une structure osseuse importante avec la pression faite par la profondeur de l'eau, et bien elles vont avoir donc une structure qui est complètement limitée à ce petit os osseux, des côtes qui vont être flottantes, et par-dessus on va avoir donc des petits nodules osseux noyés dans de la graisse. Donc, autre adaptation au milieu marin, donc ce sont de bonnes plongeuses, apnéistes, puisque ce sont des espèces qui vont respirer avec des poumons, donc elles sont obligées de remonter à la surface pour respirer. Et elles ont la capacité donc du coup de stocker de l'oxygène non pas seulement dans leurs poumons, mais également dans leur sang et dans leurs tissus, ce qui va leur permettre de pouvoir plonger jusqu'à peu près 1280 mètres. Ça, c'est le cas de la tortue luth. Et puis, les plus grandes plongées pour les autres espèces, on va être plutôt aux alentours de 290 mètres, 230, 100 mètres. C'est des profondeurs qui sont maximales, qui ont été enregistrées. C'est pas forcément la profondeur à laquelle on va retrouver principalement les tortues marines, puisque elles, on va plutôt les retrouver là où il y a beaucoup de lumière, là où il va y avoir beaucoup de proies qui vont être disponibles. Ensuite, pour pouvoir limiter leur gain en sel, puisqu'elles vont manger dans l'eau, eh bien, elles vont avoir des papilles de kératine qui vont tapisser entièrement leur œsophage et qui vont pointer vers leur estomac, qui va leur permettre donc de piéger les proies et expulser l'eau en excès. Ça leur évite de boire trop d'eau de mer. Et puis, elles vont avoir également des glandes lacrymales, donc des glandes qui sont modifiées au niveau des yeux et qui vont leur permettre donc d'expulser du sel en excès dans ces glandes à sel. Alors, les tortues marines, ce sont des espèces qui sont dites ectothermes, c'est-à-dire qu'elles ont la température de leur corps qui est celle du milieu dans lequel elles vont se trouver. À notre différence, qui nous forcément, on va avoir, si on a trop chaud, par exemple, on va transpirer, si on a trop froid, on va grelotter, toujours pour rester à 37 degrés. Les tortues marines n'ont pas cette capacité-là, ce qui fait que lorsqu'elles vont se trouver dans un rang thermique optimal, tout va bien aller pour elles, c'est-à-dire, on va dire, entre 18 et 25-26 degrés, tout va bien pour elles. En deçà, elles vont commencer à avoir leur système immunitaire qui vont diminuer, donc elles peuvent attraper des maladies, elles peuvent arrêter de s'alimenter, elles vont flotter à la surface et ensuite vont dériver et vont s'échouer en fait sur les plages. Elles peuvent également, comme elles flottent, risquer donc la collision
mais également la prédation, et puis bien évidemment l'échouage. Et puis les tortues marines peuvent également souffrir d'hyperthermie. Par exemple, dans les eaux de la mer Rouge, les températures sont très chaudes, et au-delà de 30 degrés, pareil, on va avoir une augmentation des taux et de la sévérité de la fibropapillomatose, qui est une maladie qui va toucher les tortues marines. Ce sont des espèces de comment on appelle ça? Non, c'est pas des nodules. C'est des tumeurs qui vont en fait se développer et qui peuvent empêcher la tortue de s'alimenter, de nager, de voir, etc. Et la tortue luth, qui est, elle, gigantotherme. C'est-à-dire qu'on a vu au tout début que la répartition géographique, elle était vraiment très très large. Donc elle peut aller s'alimenter sur le plateau du Canada, etc. Donc elle, par contre, elle va avoir, grâce à une anatomie particulière et une physiologie particulière, la capacité d'avoir une température de plus 8,2 à plus 18 degrés par rapport à la température du milieu dans lequel elle va se trouver. Donc, notamment parce qu'elle va avoir une grande taille, elle va avoir une épaisse couche de graisse périphérique, on va également avoir une capacité à réguler son flux sanguin, elle a un entrelacement au niveau de ses pattes entre les veines et qui va leur permettre du coup d'avoir toujours un sang à bonne température, un circuit à contre-courant et qui va lui permettre de pouvoir s'alimenter dans les eaux froides. Alors, qu'est-ce que voit une tortue marine? Alors, comme elle va vivre dans le milieu marin, on va plutôt être dans des gammes de température, plutôt dans le bleu, dans le vert. Et qu'entendent les tortues marines? On va plutôt être dans des gammes de température basse fréquence. Voilà, on est plutôt dans cette gamme-là. C'est-à-dire pile poil là où il va y avoir des travaux sous-marins. Alors la tortue marine, elle va avoir un cycle de vie qui est très long, qui est très complexe. C'est une espèce qui est longévive avec une maturité sexuelle tardive. Donc c'est une espèce qui est très intéressante, enfin un groupe d'espèces qui est très intéressant à suivre et à comprendre. Donc il va y avoir effectivement la ponte avec un dépôt de plusieurs centaines d'œufs au cours d'une même saison de ponte. Il peut y avoir selon la saison alors les tortues marines, elles ne vont pas se reproduire chaque année. Ça leur demande beaucoup trop d'investissement entre le moment où elles vont se trouver sur une zone d'alimentation et le moment où en fait elles vont aller se reproduire. Ça, c'est le cas des femelles. Les mâles, eux, par contre, ils peuvent se reproduire chaque année. Et donc la femelle, au cours d'une même saison de ponte, peut pondre plusieurs nids. Et dans un nid, on a à peu près, on va dire en moyenne, une centaine d'œufs. Une fois que les petits œufs ont été déposés, la femelle, elle repart dans le milieu naturel et elle va laisser en fait ses œufs se développer seuls. Le temps d'incubation est à peu près de 60 jours. Et c'est dans l'œuf qu'on va avoir une différenciation du sexe entre les mâles et les femelles par rapport à la température qui va se trouver, enfin, auquel les œufs vont être soumis dans le nid. Ensuite, une fois que les petites tortues sont sorties de leur coquille, elles vont ensuite entrer dans le milieu marin et donc partir dans une période de vie que l'on appelle les années perdues parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'elles font à ce moment-là. Elles sont vraiment très très au large des côtes pour éviter les prédateurs, pour éviter pour s'alimenter et grandir avant de pouvoir retourner près des côtes et s'alimenter sur une zone côtière et se fidéliser peut-être à une zone d'alimentation. Mais en tout cas, cette partie-là qui dure, alors ça dépend de l'espèce, mais ça peut durer 30 ans pour certaines espèces, avant que la tortue elle revienne jusque sur les côtes où on va pouvoir l'observer à nouveau. En France métropolitaine et outre-mer, on va également avoir de nombreux sites de ponte de plusieurs espèces de tortues marines. Donc la France, elle va avoir une responsabilité patrimoniale qui est très importante au regard des tortues marines. Donc avec des sites de ponte qui se trouvent vraiment sur tous les sites d'outre-mer. Et puis il y a depuis quelques années des pontes que l'on va observer en Méditerranée. Donc ce sont des espèces qui sont menacées. On va avoir différents critères selon l'espèce. Donc, elles sont en danger critique d'extinction, la tortue de Kemp, la tortue imbriquée. La tortue olivâtre, elle est en danger d'extinction. La tortue kawan et la tortue, elles sont vulnérables. La tortue à dos plat, comme on a vu, celle qui vit en Australie, elle va avoir des données insuffisantes pour pouvoir la classifier. Et la tortue verte, elle a été déclassée en fait en préoccupation mineure du fait de toutes les actions qui ont été menées pour pouvoir assurer la conservation de ces populations. Alors, ça, c'est au niveau global, mondial, général.
Par contre, après, il va y avoir des unités de gestion régionale qui vont se faire au niveau d'une sous-population, puisqu'il va falloir prendre en compte aussi les problématiques qu'on va rencontrer d'un point de vue local. Alors, les espèces, elles sont menacées par 5 grandes catégories: le changement climatique, l'exploitation directe, la pêche accessoire, la pollution et la perte de l'habitat. Voilà, ce sont les 5 grandes catégories de menaces qui pèsent sur les tortues marines à l'heure actuelle. Et donc, ce sont des espèces qui sont protégées aussi bien au niveau international. On n'a pas le droit de faire du commerce de tortues marines, on n'a pas le droit de déranger les tortues marines. Et puis, en France métropolitaine et en Outre-mer, donc la France, elle a pris des textes de loi, et notamment un arrêté ministériel en novembre 2022. Donc il y en avait un qui existait en 2005 et qui a été revu donc en 2022, et qui a rajouté en plus à cette protection donc tout ce qui est destruction, mutilation, capture, enlèvement, mais surtout en fait la poursuite et le harcèlement des animaux dans le milieu naturel, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait également beaucoup de poursuites de tortues pour pouvoir prendre des photos, etc. en mer, puisque les touristes adorent voir les tortues marines, on peut comprendre, mais en fait, ils poursuivent l'animal et ils le dérangent. Donc ça, maintenant, c'est considéré comme un dérangement de l'animal, et au regard de la loi, ça engage des poursuites. Ensuite, au niveau des captures accidentelles, ce qui n'était pas le cas avant cet arrêté de 2022, c'est que les pêcheurs, s'ils trouvaient des tortues marines, et qu'ils les avaient sur leur pont de bateau au moment où on les observait, on les contrôlait, et bien dans ce cas-là, ils avaient également des poursuites qui pouvaient être à l'encontre de ces pêcheurs-là. Et donc depuis ce novembre 2022, les pêcheurs, ils ont le droit d'avoir les tortues marines à bord à partir du moment où ils ont contacté le coordinateur de réseau pour pouvoir lui ramener la tortue marine et qu'ensuite on puisse les prendre en charge. Et ensuite, bien évidemment, on prend en considération les terres australes et antarctiques françaises, ainsi que l'île de Clipperton, qui appartient à la France et qui n'était pas considérée jusqu'à présent. Voilà, donc les réseaux de tortues marines en France métropolitaine vont s'occuper des échouages, donc les échouages d'animaux vivants et aussi des animaux morts, puisque comme ce sont des espèces qui vivent en pleine mer, on a besoin également d'avoir des informations sur les populations, et on n'a pas d'autre moyen d'avoir ces informations-là que d'utiliser les animaux morts pour connaître un peu mieux ces individus, ces populations. Donc on intervient dans le cadre d'un programme scientifique qui est piloté donc par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc il y a le réseau Tortues Marines Atlantique Est, donc qui est assuré donc par l'Aquarium La Rochelle, donc qui assure en fait le suivi de plus de 4000 km de côte sur la façade Manche Atlantique. Et puis en Méditerranée, vous allez avoir donc le réseau Tortues Marines Méditerranée France, qui lui va être piloté et coordonné par l'association Émergence. Et vous allez avoir un coordinateur sur le continent et un coordinateur en Corse. L'Aquarium La Rochelle, il prend en charge les tortues marines depuis 1988, enfin depuis même le début de sa création. Et donc, il va avoir plusieurs objectifs. Donc, le suivi des échouages des captures accidentelles, assurer donc les soins aux tortues marines qui sont rapatriées dans son centre, développer des programmes scientifiques, également avoir un regard d'expertise, d'experts au regard donc des programmes internationaux et nationaux, et également de faire beaucoup de sensibilisation et de communication pour faire connaître le fait que les tortues marines sont également présentes sur la façade Manche Atlantique et en Méditerranée aussi. Donc le centre de soins, il n'est pas visible du public parce que c'est un centre de soins, c'est comme les hôpitaux, on ne peut pas visiter les hôpitaux, donc on ne visite pas le centre de soins pour des raisons de sanitaire et puis d'hygiène et de sécurité. Donc vous avez une salle principale avec 3 aquariums de réhabilitation et de forme circulaire, donc avec des hublots de contrôle, vous avez une table de consultation avec un laboratoire, vous avez une pharmacie, et puis en fait chaque aquarium de réhabilitation, ils sont reliés à un système de filtration qui lui est propre pour éviter donc la dispersion de pathologies. Le centre de soins, il a accueilli depuis 1988 376 tortues kawan, 9 tortues de Kemp et 5 tortues vertes. Et accueillis et relâchés. On en a accueilli un peu plus, mais il y a eu effectivement quelques animaux qui n'ont pas réussi à être soignés. Alors, qu'est-ce qu'on fait que lorsque les animaux ils arrivent dans notre centre de soins? On va réaliser donc plusieurs examens pour pouvoir déterminer leur état de santé et assurer les meilleurs soins. Donc, on va leur faire des radios, on va leur faire des prises de sang, on va leur faire également des scanners. Donc là, on voit par exemple une fracture, on voit également un problème d'ostéomyélite, et on voit également la détection de matière opaque dans le tube digestif, et surtout ce que l'on va avoir, c'est des infections pulmonaires.
parce que les tortues marines vont s'échouer surtout pendant la période hivernale. Et comme je vous le rappelle au tout début, ce sont des espèces qui sont ectothermes, donc qui vont souffrir du froid et qui ont généralement des gros problèmes d'infection pulmonaire qu'il va falloir traiter. Une fois qu'on a traité les animaux et qu'ils sont aptes à retourner dans le milieu naturel, on va suivre pour certaines d'entre elles leur déplacement. Et donc depuis 2008, on a balisé 69 tortues marines, donc 63 tortues kawan, 4 tortues de Kemp et 2 tortues vertes. Et grâce à ces informations, ça nous permet, de valider le fait que notre capacité à réhabiliter les animaux, elle est bonne. Et ensuite, ça nous aide également à déterminer le temps de séjour des tortues marines dans le golfe de Gascogne pour également nous aider à mieux orienter les politiques publiques notamment. Sur le fait que finalement, le golfe de Gascogne, c'est une zone qui est importante pour les tortues marines dans leur cycle de vie. Donc il y a eu plusieurs suivis qui ont été réalisés. Là, par exemple, c'est une tortue qui s'est échouée donc, le 24 décembre 2019. Donc, on pensait qu'elle était morte. Et en fait, après beaucoup de temps de réhabilitation et puis de nombreuses opérations, on a pu donc la relâcher avec une balise posée sur le dos. Et ce qui nous a permis d'enregistrer son trajet. Donc, et après, quel est l'intérêt? Donc, le mieux comprendre ce cycle de vie qui sont les années perdues, puisque nous, on va être le seul centre de soins limite dans le monde, en fait, à recueillir des tortues marines de si petite taille au cours de leur cycle de vie, que l'on appelle donc les lost years. On ne sait pas du tout ce qu'elles font, puisqu'elles sont censées être vraiment très au large des côtes. Et nous, on va accueillir les tortues au cours de cette période-là. Par contre, on a une limitation du nombre de tortues suivies parce que on a des toutes petites tortues marines. Là, par exemple, on a en soin plusieurs tortues marines, dont une qui fait à peu près 400 grammes. Donc, c'est des très petits individus et pour pouvoir après les suivre, eh bien, c'est très compliqué puisque la technologie, elle essaye d'aller vite, mais pas aussi vite que l'on voudrait. Donc, c'est là où intervient Tony, avec la thèse qu'il a réalisée donc depuis plus de 2-3 ans maintenant et donc qui était donc l'utilisation de nouvelles technologies pour suivre ces tortues marines et mieux les comprendre pour mieux les protéger. Donc je laisse la parole à Tony. Merci. Alors bonjour à tous. Merci d'être venu ce soir et merci du coup à Florence pour sa présentation de juste avant. Elle m'a bien fait une belle intro sur les tortues, c'est cool. Donc moi aujourd'hui je vais essayer de vous présenter un peu ce que je fais comme travail, donc qui est d'apporter un support, un soutien à la protection des tortues marines en utilisant des nouvelles technologies. Alors, pour un peu de contexte, qui je suis? Donc je suis Tony Candela, je suis océanographe de formation, aujourd'hui modélisateur d'écosystèmes marins et doctorant en écologie fonctionnelle à l'Université de Toulouse dans un projet qui est cofinancé, co-dirigé par Upwell, qui est une ONG basée en Californie et qui agit pour la conservation des tortues en mer. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent sur la conservation des tortues sur les plages de ponte parce que c'est facilement accessible, on sait qu'elles reviennent quasiment tous les ans à cet endroit-là. Upwell, ils sont plus ciblés sur la protection des tortues en mer. Ce projet, il est aussi cofinancé, co-dirigé par Mercator Océan International. C'est le centre européen d'océanographie physique et de modélisation de l'océan. Et enfin, aussi co-dirigé et cofinancé par l'Aquarium de La Rochelle, par Florence, en tant que superviseuse, ça se dit superviseuse de la thèse, et notamment à travers le centre de soins. Ce projet il s'articule autour d'une thèse, et le sujet de thèse, c'est l'application du suivi par satellite et de la modélisation numérique pour mettre en lumière la première dispersion des tortues marines juvéniles. Les nouvelles technologies dont je vous parlais juste avant dans le titre de la présentation, c'est celle-ci, c'est le suivi par satellite et la modélisation numérique, et j'essaie de les mettre en application pour comprendre ce que font les petites tortues une fois qu'elles sont en mer. Assez parlé de moi, parlons des tortues. Donc, Florence a déjà fait une intro là-dessus. Donc, vous l'avez vu, dans l'ordre des testudines, il y a les tortues terrestres, les tortues d'eau douce et les tortues marines. On s'intéresse aux tortues marines qui sont séparées en deux familles.
les chélonidés avec les tortues à dos plat, imbriquées, kawan, olivâtre verte et kemp, et la deuxième famille avec les tortues luttes. Les différences ont été super bien présentées par Florence. Je ne vais pas revenir en détail dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces espèces elles sont listées sur la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elles sont toutes à différents degrés menacées, mais elles y sont toutes, et c'est pour ça qu'il faut les protéger aujourd'hui. Donc, ces espèces, elles sont en danger. Alors pourquoi ? Il y a plein de menaces qui pèsent sur les tortues, mais j'en ai listé quelques-unes ici, on va dire c'est un peu les principales. Et c'est surtout des menaces qui sont directement liées aux activités humaines. Et c'est peut-être le plus gros facteur de danger pour les tortues, c'est nos activités aujourd'hui. Donc, sur Terre, il y a la consommation des œufs et des femelles sur les plages de ponte. Quand les femelles elles viennent pondre, elles sont très vulnérables, elles sont plus à l'aise dans l'eau que sur Terre. Donc, certaines populations, certaines personnes peuvent venir prendre la tortue pendant qu'elle est en train de pondre pour manger sa chair ou alors pour faire de l'artisanat avec les carapaces, etc. Mais ils peuvent aussi récupérer les œufs, aussi pour de la consommation, comme nous on pourrait manger des œufs de poule quand on fait une omelette. On peut faire pareil avec des œufs de tortue, donc ça aussi c'est une pratique qui a lieu et qui met en péril les populations de tortues. Mais ça ne s'arrête pas juste sur Terre, ça va aussi en mer. Et en mer, il y a encore plein de menaces. Notamment, donc j'en ai listé quelques-unes, les pollutions en mer. Ça peut prendre la forme des hydrocarbures, donc avec les marées noires qu'on connaît tous. Ça peut être très dangereux pour les tortues, ça peut faire des brûlures, ça peut faire des problèmes dans leurs organes internes en cas d'ingestion. Suivant la viscosité des produits, ça peut aussi les embourber et les gêner dans leur déplacement. Et comme l'a dit Florence tout à l'heure, les tortues respirent en dehors de l'eau, donc si elles ne peuvent plus nager, globalement, elles vont se noyer. Donc ça, c'est un problème. Mais ça peut aussi prendre la forme de la pollution plastique, que ce soit des microplastiques qui, en cas d'ingestion, peuvent perforer les organes internes, le système digestif, etc. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, mais aussi des plastiques comme les sacs plastiques. Comme l'a dit Florence, les tortues luttes, par exemple, mangent des méduses. Et qu'est-ce qui ressemble le plus à une méduse sous l'eau ? Un sac plastique. Donc ça peut arriver, et même ça arrive trop souvent, que les tortues luttes viennent prendre des sacs plastiques à la place de méduses, et donc s'étouffer avec, s'empêtrer dedans, etc. À côté de ça, il y a aussi les interactions avec les engins de pêche. Donc ça peut être les petites pêches artisanales ou les grosses pêches industrielles. Et ça peut être aussi des captures qui sont intentionnelles, là encore, certaines populations locales qui peuvent avoir recours à la chasse à la tortue pour se nourrir tout simplement, dans certains petits villages par exemple. Mais le plus gros problème, ça va surtout être la pêche industrielle, ou avec des engins de pêche qui sont immenses. Il y a des filets qui font plusieurs centaines de mètres de long. Il y a des palangres qui peuvent faire des kilomètres avec des milliers d'hameçons qui sont attachés à cette ligne. Quand ils vont venir pour pêcher du thon ou de l'espadon, s'il y a une tortue dans le coin, elle peut très bien se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment et être capturée de manière non intentionnelle dans ces engins de pêche et soit être blessée ou soit mourir noyée ou autre. Et enfin, j'ai rajouté aussi les collisions avec les bateaux, parce que ça aussi c'est une menace qui est de plus en plus grande, notamment sur les zones très touristiques, avec des activités nautiques ou ce genre de choses. Les bateaux vont très vite et souvent ne font pas très attention, et quand il y a des tortues en milieu côtier qui sont en train de se nourrir, elles peuvent avoir une collision avec les bateaux, que ce soit avec la coque du bateau, mais aussi avec l'hélice derrière, qui peut avoir des conséquences dramatiques sur les tortues. Donc tout ça, c'est des menaces qui arrivent sur les tortues, qui sont les principaux facteurs de leur déclin aujourd'hui qu'on observe à l'échelle globale quand même. C'est pas les seuls, mais voilà, c'est les principales, et toutes malheureusement elles sont liées à nos activités à nous. Donc il faut les protéger. Et comment on protège une espèce ? Il y a un peu un slogan, un motto, je vais dire, c'est mieux connaître pour mieux les protéger. Si on veut protéger efficacement une espèce, il faut savoir où est-ce qu'elle se situe, à quel moment elle est dans les endroits où on les observe et pourquoi. Alors, où est-ce qu'elles sont et quand est-ce qu'elles y sont ? Globalement, c'est pour pouvoir cibler des mesures de protection qui soient efficaces. Ça ne sert à rien de protéger un endroit où il n'y a pas de tortue, ou alors de protéger un endroit où il y a des tortues, mais quand il n'y a pas de tortue. Globalement, voilà, c'est pour cibler le bon moment et le bon endroit. Et pourquoi on veut savoir les tortues où est-ce qu'elles sont, on veut comprendre pourquoi elles sont dans ces endroits, c'est pour avoir un pouvoir de prédiction.
Si jamais on arrive à comprendre pourquoi les tortues utilisent un habitat, à comprendre les caractéristiques de cet habitat, derrière, on va pouvoir prédire si cet habitat change. Les tortues, est-ce qu'elles vont suivre cet habitat qui va peut-être changer géographiquement ou dans ses caractéristiques? Ça va vraiment nous permettre d'essayer d'anticiper les mesures de protection plutôt que d'attendre qu'il se passe quelque chose pour réagir. Alors, dans cette optique-là, le suivi par satellite, c'est super. Parce que pour les grosses tortues, on peut mettre une balise sur la carapace de la tortue et suivre cette tortue sur des très longues distances, c'est pendant des très longues périodes de temps, et du coup découvrir des migrations complètes qui peuvent parfois faire se rejoindre des lieux de ponte et des lieux d'alimentation qui sont parfois séparés d'océans entiers. Là, ce qu'on voit sur la figure ici, en vert notamment, en vert clair, c'est des trajectoires de tortues luttes adultes qui ont été équipées pendant qu'elles pondaient en Indonésie et en Papouasie. Et on voit que ces tortues-là, une fois qu'elles ont fini de pondre, elles ont migré en traversant tout l'océan Pacifique pour rejoindre les côtes californiennes aux États-Unis pour se nourrir. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi posé des balises sur des tortues luttes qui étaient en train de se nourrir en Californie pour voir où est-ce qu'elles allaient une fois qu'elles avaient fini de se nourrir. Et on a pu remarquer qu'elles ont fait le chemin inverse pour retourner à leur plage de ponte. Et avec ce genre d'informations, on a où est-ce qu'elles sont, quand est-ce qu'elles y sont, par où elles passent. Il y a des couloirs migratoires qui se dégagent. On voit bien qu'elles font pas n'importe quoi. Il y a quand même un espèce de couloir qui est assez, constant, que ce soit à l'aller ou au retour. Donc on va pouvoir essayer de regarder ce qui s'y passe pour comprendre pourquoi elles passent par là, par exemple. Et on voit bien que les migrations, à ce moment-là, c'est un océan entier. Donc c'est juste énorme et on ne pourra pas essayer de les suivre en bateau juste pour capter ce qu'elles font. C'est là où le suivi par satellite, c'est super parce que ça nous permet de les suivre pendant des super longues distances. Le problème, c'est que les bébés tortues, une fois qu'elles sortent de leur œuf, elles font que quelques centimètres de long et quelques dizaines de grammes. Donc on ne peut pas leur poser une balise traditionnelle sur le dos pour les suivre parce que les balises sont trop grosses, trop lourdes. C'est juste pas possible. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une période entre le moment où ces petites tortues, elles sortent de leur œuf, elles rampent sur la plage de naissance et elles atteignent la mer pour la première fois, elles disparaissent dedans, et ensuite il y a un autre moment, 10, 15, 20 ans, ou même voire 30 ans plus tard, où elles réapparaissent dans des zones d'alimentation côtière, où on peut les observer, ou au large des plages de ponte, beaucoup plus grosses. Entre ces deux moments-là, il y a une période qu'on appelle les lost years en anglais, donc les années perdues, où en fait on ne sait pas ce qu'elles font. C'est super compliqué pour les protéger parce qu'on ne sait pas où elles sont, on ne sait pas par où elles passent, on ne comprend pas, on sait juste quasiment rien sur ces tortues-là. Et on disait tout à l'heure qu'il fallait connaître une espèce pour la protéger. Là, il y a quand même un trou de plusieurs décennies dans la vie de la tortue qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas la protéger, et donc ça a de grosses implications pour la conservation. Et mon travail, c'est ça, justement, c'est de combler ce manque d'informations sur les années perdues. Donc là, j'ai mis une photo de moi sous l'eau avec une tortue mal prise. Malheureusement, ça ressemble pas vraiment à ça le travail, c'est quand même plus souvent sur un ordinateur. Mais le but, c'est de comprendre ce qu'elles font justement quand elles sont dans l'eau, une fois qu'elles ont quitté leur plage de naissance. Alors, comment on fait? On utilise des nouvelles technologies. La première nouvelle technologie, c'est les balises satellitaires miniaturisées. Alors oui, les grosses balises, on ne peut pas les mettre sur les petites tortues. Mais si on arrive à réduire la taille de ces balises, peut-être qu'on va y arriver. On a réussi. Elles sont juste ici. Il y a deux modèles, un plus petit que l'autre. Mais pour le plus petit, c'est un modèle qui fait moins de 3 grammes, moins de 3 cm de long, vous le voyez, c'est absolument minuscule. D'habitude, j'ai pas les balises, donc j'ai mis des ordres de grandeur pour essayer de se l'imaginer. C'est plus petit qu'un AirPod, l'écouteur qu'on met dans l'oreille, donc c'est vraiment minuscule, c'est adapté aux toutes petites tortues. Et en termes de poids, c'est 10 grains de riz, c'est vérifié. Donc c'est super léger, et pareil, une petite tortue de quelques dizaines de grammes, elle peut supporter cette petite balise sur le dos. À côté, ici, on a une balise qui est un peu plus grosse pour des tortues un peu plus grosses. La balise est un peu plus robuste, donc ça permet d'avoir plus de durabilité, par exemple, et d'embarquer potentiellement aussi plus d'appareils avec. J'ai mis 3 caractéristiques en bas. Bon, la première, peut-être qu'elle vous parlera pas trop, mais ça utilise le réseau Argos 3. Très simplement, c'est le réseau que les grosses balises utilisent. Donc c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin de redéployer des satellites, de remettre en place un système de communication complexe ou quoi. On a juste à mettre la balise et la balise envoie les informations sur ce qui existe déjà et on peut les récupérer. En dessous, j'ai mis panneaux solaires.
Tout simplement parce que ce qui prend de la place, notamment dans une balise, c'est la batterie. Si on veut suivre la tortue longtemps, il faut une grosse batterie pour pouvoir la suivre longtemps. Et si on veut une grosse batterie, ça prend de la place. Et là, on veut miniaturiser la balise. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir une énorme batterie derrière la balise. Donc, ce qu'on a mis au point, c'est tout simplement de mettre un panneau solaire sur la balise, ce qui fait que la batterie peut être plus petite, tenir moins longtemps, mais elle va se recharger. Donc, la durée de suivi va être augmentée grâce à ça. Et l'avantage qu'on a, c'est que les tortues, elles respirent en dehors de l'eau. Donc, ça veut dire que tous les quelques minutes, elle va remonter pour respirer. Et à ce moment-là, la balise va sortir de l'eau, envoyer une information au satellite, récupérer de l'énergie grâce au soleil, et la tortue va redescendre. Et donc, à chaque fois qu'elle va monter respirer, la balise se recharge et envoie des informations. Ça nous a permis de réduire considérablement la taille de la balise. Et enfin, la dernière info, c'est un petit capteur de plongée. Tout simplement, sur ces petites balises, il y a un petit trou à un endroit où on capte la pression où la tortue est. Et en fait, plus la tortue va descendre, plus la pression va augmenter. Donc ça nous permet de connaître son comportement aussi de plongée. On n'a pas juste la trajectoire sur une carte, on a aussi comment elle utilise la profondeur, combien de temps elle passe à plonger, à quelle profondeur elle va et combien de temps elle passe dans chacune des strates de l'océan, ce qui nous permet de reconstituer globalement une trajectoire en 3 dimensions. Donc ça aussi, c'est super pour comprendre ce qu'elle fait la tortue. Donc, toutes ces petites balises, on les attache sur des tortues et ensuite, on les relâche en mer. Là, je vous ai mis une petite vidéo d'une tortue kawan qui a été relâchée aux Açores. Et j'aime bien cette vidéo parce qu'on voit aussi comment, à partir du moment où la collaboratrice va lâcher la tortue, à quel point elle disparaît super rapidement. Là, elle va la lâcher dans pas longtemps. Là. Et elle a disparu. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec cette vidéo, c'est que ça montre bien que sans le suivi par satellite, on serait incapable de suivre ces tortues-là, qui nagent vite, qui plongent et qui sont toutes petites. Donc même si on ne l'a pas sous la main à ce moment-là, mais qu'on va juste en mer avec un bateau pour essayer d'en trouver une tortue de cette taille-là dans un océan complet, c'est comme une aiguille dans une botte de foin, ce sera impossible à repérer. Donc cette vidéo, elle est aussi là pour montrer que le suivi par satellite, c'est pas juste un gadget, c'est que c'est vraiment nécessaire pour comprendre ce que font les tortues sur de grandes échelles. Et ensuite, je vous ai mis d'autres vidéos, parce que c'est toujours cool les vidéos. C'est des petites tortues en mer avec les balises. Donc la première, en haut à gauche pour vous, c'est une petite tortue luth avec une balise qu'on est en train d'observer au moment où on l'a relâchée. Ça, c'est une étape qui est importante aussi, c'est de savoir si la tortue se débrouille bien avec cette balise sur le dos. Si jamais on capte que la tortue est en difficulté avec cette balise, on enlève la balise et on la relâche sans la balise. Le but, c'est pas d'embêter en fait les individus qu'on relâche. Ici, en haut à droite, c'est une tortue kawan avec une balise encore. La balise paraît beaucoup plus petite, c'est juste parce que la tortue est un peu plus grosse. Et ce qui est intéressant avec cette vidéo, c'est qu'on peut voir le moment où elle monte pour respirer. Voilà. Donc c'est très furtif, mais sur ce petit laps de temps, on peut voir que la balise a le temps de sortir de l'eau. Et sur ce petit laps de temps-là, la balise va transmettre l'information au satellite parce que la balise ne fonctionne pas sous l'eau. Donc elle transmet l'information au satellite qui va derrière nous la renvoyer et se recharger grâce au panneau solaire. Et les deux vidéos du bas, c'est deux autres petites tortues luth avec une balise sur le dos, et celle d'en bas à droite, elle est chouette parce qu'il y a un poisson, un merlin bleu qui est venu derrière pour sans doute le poisson était curieux de voir une petite tortue avec un sac à dos comme ça sur le dos. Donc voilà, c'est super cool. Donc tous ces lâchers, tous ces développements qu'on fait avec le fabricant des balises, etc., ça nous permet d'avoir des trajectoires et de comprendre un peu plus ce que font ces petites tortues qu'on ne pouvait pas observer avant. Là, ce que vous voyez, c'est des trajectoires de 10 tortues qui ont été relâchées en 2024, il me semble, avec l'aquarium. Donc, c'est 10 tortues kawan qui ont été retrouvées sur des plages échouées ou en difficulté proche de la côte, ramenées à Florence, soignées par Florence, et ensuite relâchées au large de l'île de Ré avec une petite balise sur le dos. C'est incroyable d'avoir ce genre de données-là sur des tortues qui font globalement entre 15 et 20 cm en termes de taille. C'est super intéressant de voir qu'il y a des tortues qui vont directement foncer au large et rejoindre l'océan Atlantique Nord, et d'autres qui vont passer plus de temps dans le golfe de Gascogne, au large des côtes, etc. On peut voir différents comportements qu'on, encore une fois, ne pouvait pas observer avant.
C'est des super premiers résultats qu'on a. On a des durées de suivi qui peuvent être relativement courtes par rapport aux grosses balises, notamment parce que ces tortues grandissent. Donc, quand on attache une balise dessus, enfin, vous imaginez bien, si la tortue grandit, l'attache, elle va pas tenir, elle va craquer à un moment. Donc, ça peut être une source de problème. Il peut y en avoir plein d'autres. On est encore en train d'essayer d'identifier pourquoi ces balises ont des temps de suivi qui sont plus courts, notamment par rapport aux grosses balises. On a quand même eu un record avec une des tortues de l'aquarium. C'est la tortue qui est en rouge foncé, qui s'appelle Charles Darwin et qui a été suivie pendant plus d'un an, 366 jours, donc c'est vraiment juste pour dire que c'est plus d'un an. Mais c'est le record pour un suivi de tortue de cette taille-là. C'est la plus longue trajectoire qu'on ait pu avoir. Et ça s'est fait chez nous, donc c'est super cool. Donc oui, ce que j'oubliais. Ce genre d'information, c'est super pour comprendre ce que fait la tortue dans le sens où on sait où elle est, on sait où elle va et on sait par où elle passe. Mais tout seul, comme ça, ces trajectoires, on ne peut pas comprendre pourquoi cette tortue a fait cette trajectoire, pourquoi elle est allée dans cette direction. Pour comprendre ça, il faut s'intéresser au contexte dans lequel évolue la tortue, c'est-à-dire... Oh, bah, j'avais oublié une slide, tiens. C'était pour parler des balises qui tiennent moins longtemps que les autres. Il y a aussi, suivant les espèces qu'on équipe, des espèces qui ont tendance à se frotter contre les cailloux quand on sont en milieu côtier. Les balises sont toutes petites et sont plus fragiles que les grosses. Et donc là, la tortue qu'on voit, c'est une tortue verte qui a eu tendance à se frotter sur des cailloux et on voit la balise au-dessus avec l'antenne qui est complètement sur le côté. Donc l'antenne était juste cassée, donc ne pouvait plus transmettre de données. Et ici, c'est une une tortue qui est revenue avec un reste de balise sur le dos. Normalement, il y a une partie noire au-dessus. Là, la balise est juste coupée en deux par le fait que la tortue s'est frottée contre des cailloux. Encore une autre hypothèse sur pourquoi les balises arrêtent de fonctionner. Ah ben j'avais oublié celle-là aussi, tiens. Ça, c'était juste pour faire un état des lieux de aujourd'hui. Aujourd'hui, avec tous ces essais-là, on a plus de 400 trajectoires obtenues sur 5 espèces différentes. Donc on a de mémoire les vertes, les luttes, les kawanes, les tortues de Kemp et les tortues imbriquées. Et dans 3 océans, donc on a dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique au départ du Japon et dans l'océan Atlantique Nord. Donc voilà, on commence à avoir un jeu de données qui est super important pour des tortues qui, jusqu'alors, on ne pouvait pas observer. Donc si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on sait par où elles passent, on sait où est-ce qu'elles sont, mais on ne comprend pas pourquoi elles font ce qu'elles sont en train de faire. Et pour ça, on va s'intéresser au contexte, c'est-à-dire l'environnement dans lequel elles évoluent, et c'est-à-dire l'océan. Ça tombe bien, je suis océanographe de formation, donc c'est de base de mon travail d'étudier l'océan. En fait, pour comprendre ce que fait la tortue, on va s'intéresser à ce qu'il y a autour. Pourquoi ? Parce que le comportement d'un être vivant, dans la grande majorité des cas, c'est une réponse à son environnement. Si je fais une analogie qui est relativement simple à comprendre, vous êtes chez vous, il fait bon, vous êtes en t-shirt, vous sortez, il fait froid, vous mettez un pull. Le fait de mettre un pull, c'est une réponse au fait qu'il fait froid. Donc c'est l'environnement qui vous entoure, qui vous a fait agir d'une certaine manière. Les tortues, c'est globalement pareil. Si elles agissent d'une manière, c'est en réponse, notamment, à ce qui va les entourer. Est-ce que l'eau est froide ? Est-ce que l'eau est chaude ? Est-ce qu'il y a du courant ou non ? Est-ce qu'il y a beaucoup à manger ou non ? Est-ce qu'il y a des vagues ? Si oui, est-ce que je vais plonger pour éviter les vagues, par exemple ? Il peut se passer plein de choses. Donc pour comprendre la tortue, on va s'intéresser à ce qu'il y a autour de la tortue. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles. Le modèle, c'est peut-être un peu complexe à comprendre, mais encore une fois, j'ai une analogie un peu simple. Vous avez votre bain et vous voulez avoir la température de votre bain, vous allez mettre un thermomètre à un endroit de votre bain et vous aurez la température de l'eau à l'endroit où vous avez mis le thermomètre au moment où vous l'avez mis. Si vous prenez un autre thermomètre et que vous mettez à un autre endroit du bain, pareil, vous aurez la température au moment où vous avez mis le thermomètre à l'endroit où vous l'avez mis. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui se passe entre les deux. Et bien les modèles, ils servent à ça. Ils servent à passer d'informations ponctuelles, donc des observations mesurées, qu'on met dans un modèle qui est un logiciel avec plein d'équations physiques dedans, et qui va nous sortir des informations continues. On va avoir 2 températures, le modèle il va calculer ce qui se passe entre les deux dans votre bain, et aussi, si jamais vous mesurez la température de votre bain le lundi et le mercredi, il va vous dire ce qui s'est passé le mardi. Globalement, c'est ça. Et grâce à ce genre de processus, les modèles, on peut avoir des informations sur l'état physique et biogéochimique de l'océan, en tout point de l'océan, et globalement sur toutes les dates où on a des observations.
Ça, c'est super parce que je vous rappelle que ma thèse est cofinancée par Mercator Océan International, qui est le centre européen de modélisation. Ce qui veut dire que j'ai accès à ces données-là et j'ai accès aux trajectoires qu'on a récupérées, notamment avec l'aquarium. Et donc, on va pouvoir combiner les deux pour comprendre exactement ce qui se passe. Parce que si on n'avait pas ça, on a une trajectoire de tortue, il aurait fallu espérer que quelqu'un avec un thermomètre mette son thermomètre dans l'eau au moment où la tortue est passée à cet endroit-là pour avoir l'information sur le contexte de la tortue quand elle est passée à cet endroit-là. Ben, on se doute bien que dans un océan, c'est pas forcément possible. Donc on a des observations sur des bouées, sur des bateaux, via les satellites, etc., sur plein d'endroits de l'océan. On met tout dans des gros modèles, et les modèles, ils nous sortent ces informations de manière continue. Et ça, c'est super important. Ce que je vais vous montrer ici, c'est une animation. Donc, ce qu'on a en fond de carte, là en sombre, en gris foncé, c'est le continent américain, donc c'est le Canada et les États-Unis. Là, on a l'océan Atlantique Nord, et les couleurs, ça représente la vitesse des courants en surface. Quand c'est blanc, il n'y a pas beaucoup de courant, et plus on vient tirer sur le bleu, plus le courant est fort. Et ce qu'on voit là, l'espèce de gros couloir bleu foncé, c'est le Gulf Stream, donc cet énorme courant qui longe la côte américaine et qui va ensuite s'écouler dans l'océan Atlantique Nord. Et si on continue encore, on arrive sur les côtes européennes. Par-dessus cette animation du courant, il va y avoir une trajectoire rouge qui est une petite tortue qu'on a soignée. C'est où qu'on l'a soignée? C'est en Géorgie, américaine du coup, et qu'on a relâchée au large de la Floride et qu'on a pu suivre sur quelques mois. On avait juste sa trajectoire au départ, on voyait ce qu'elle faisait, mais en la mettant avec les courants, on va réussir à comprendre pourquoi cette trajectoire avait la tête qu'on va voir. Donc, je vous lance l'animation. La petite tortue est là. Et on voit qu'au cours de son suivi, il y a des moments où elle va vite, des moments où elle va moins vite, il y a des moments où elle tourne, des moments où elle va même faire demi-tour comme juste maintenant, des moments où elle va faire des zigzags, etc. Donc de base, nous, il faut bien imaginer que de base, on n'avait que le trait rouge. Donc on voyait bien que la tortue, elle suivait un peu le continent, mais pour autant, elle faisait demi-tour à un moment, puis elle revenait. Ensuite, elle faisait une boucle, ensuite, elle fait des zigzags. Bon, ok, on sait ce qu'elle fait, mais on ne comprend pas pourquoi. Ben maintenant qu'on a les courants derrière, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette tortue, elle suit tout simplement le Gulf Stream, et que les moments où elle va vite, c'est qu'elle est au milieu de ce courant qui est super puissant. Les moments où elle va moins vite, c'est quand, en fait, elle est sortie de ce courant. Et là, par exemple, au moment où elle fait demi-tour, on voit qu'il y a un contre-courant qui revient vers le sud, et elle est juste pile poil dedans. Et c'est notamment pour ça qu'elle a fait demi-tour. Et là, encore une fois, les zigzags, en fait, c'est juste le trajet du Gulf Stream. Il y a une référence que j'aime bien, que alors les plus jeunes peut-être pas vont connaître, mais dans le film Le Monde de Nemo, à un moment donné, le papa de Nemo, il veut rejoindre son fils et il veut traverser il me semble que c'est l'est de l'Australie, et il a du mal parce que c'est super grand. Et il croise ces deux tortues-là qui lui disent, viens, on a un super moyen de traverser l'est de l'Australie, c'est super, ça s'appelle le courant est-australien, on a juste à se mettre dedans, et puis hop, on se laisse couler, et puis on va super vite de l'autre côté. Et ben en fait, c'est ce qui se passe globalement en vrai. En fait, les tortues, quand elles sont dans un courant, elles sont emportées par ce courant et elles vont super vite. Et c'est ce qu'on voit avec cette tortue-là qui change de rythme quand elle est en dehors du courant ou quand elle est dedans. Là, on voit qu'elle va super vite. Puis après, elle va un peu moins vite. Puis quand elle revient dedans, ça va aller super vite. Voilà. Et donc c'est à ça que ça sert de combiner modélisation numérique et suivi par satellite, modélisation de l'océan et trajectoire de tortue, pour observer ce qu'elles font, mais aussi comprendre ce qu'elles font une fois qu'elles sont en mer. Et maintenant, j'aimerais aborder juste encore une étape d'après, qui est peut-être encore un peu plus complexe que celle d'avant, mais vous allez voir, ça va être super. On revient sur ce principe de modèle. Donc, des informations ponctuelles, un logiciel qui nous donne des informations continues. On a ça pour l'état de l'océan. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça pour les tortues ? Si on donne une information ponctuelle des trajectoires de tortues, qu'on les met dans un modèle qui est adapté pour, est-ce que ce modèle ne pourrait pas nous donner des informations sur les tortues en continu partout sur la planète? Eh bien si, du coup. C'est l'autre nouvelle technologie que j'utilise au cours de ma thèse. C'est un modèle de dispersion de tortues qui s'appelle STAM en anglais, Sea Turtle Active Movement Model. Et l'objectif de STAM, c'est simuler la dispersion de populations de tortues marines juvéniles, donc simuler quand les tortues marines, pour la première fois, arrivent en mer, simuler ce qu'elles vont faire, sous l'effet combiné des courants et d'une activité de nage motivée par la recherche d'habitats favorables.
En fait, on part du principe que le mouvement d'une tortue, une fois qu'elle arrive en mer, ça va être le courant qui va la transporter au gré de là où il s'écoule, plus l'activité de nage de la tortue. Et nous, on parle que de tortues juvéniles. Donc elles ne sont pas encore matures sexuellement. Donc ça veut dire que à ce moment-là, leur activité de nage, c'est juste pour survivre. Et comment elles survivent, les tortues? D'une part, en trouvant des eaux qui sont à bonne température pour pas mourir de froid, parce que comme Florence l'a dit, c'est des ectothermes, donc elles peuvent pas réguler leur température toutes seules, il faut qu'elles aillent dans des eaux chaudes pour avoir chaud. Et d'autre part, trouver de la nourriture pour se développer. Ben c'est super. Ces informations, on les a avec les modèles en fait. On a les courants, on a la température, et on a des approximations de la quantité de nourriture disponible. Effectivement, on n'a pas un modèle pour la nourriture disponible pour les tortues. Par contre, on a des modèles pour la production primaire. C'est, si on prend la chaîne alimentaire, le truc le plus en bas, c'est la production primaire. Et si jamais il y a de la production primaire, bah, il y aura un peu de plancton pour manger dessus. Et s'il y a des planctons, bah, il y aura un peu de plancton plus gros pour manger dessus. Et ainsi de suite. Et donc en fait, on va venir approximer la quantité de nourriture disponible pour les tortues dans l'océan grâce à ce champ-là. On pourrait utiliser d'autres champs. Il y a chlorophylle, il y a des modèles de zooplancton, il y a plein de choses. Mais globalement, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à partir de 3 champs physiques, courant, température, nourriture, on peut simuler le comportement d'une tortue. Donc ce modèle STAM, il fonctionne comme ça. Là, je vous ai fait un exemple très simple. On a une tortue en mer. Et le modèle STAM, il va essayer de trouver où est-ce qu'elle va aller pour la journée d'après. Donc, on rappelle, il nous faut 2 choses. La vitesse du courant et la vitesse de nage. Bon, la vitesse du courant, on a des modèles qui nous montrent les courants qui est au niveau de la tortue. Donc, voilà, on a la vitesse du courant. Ensuite, la vitesse de nage, qui va du coup dépendre de l'habitat qui est autour. Donc, température, nourriture. Bon, on va regarder ce qu'il y a autour. À l'est de la tortue, il y a une méduse. C'est pas dingue. Et il fait froid. Au niveau de la tortue, pareil, une méduse et il fait froid. Par contre, de l'autre côté, il y a plein de méduses et il fait chaud. Donc, dans cette configuration-là, la tortue, elle va nager vers l'habitat le plus favorable et elle va nager avec une vitesse qui dépend de sa taille. Une petite tortue va nager moins vite qu'une grosse tortue, elle va se développer au cours de sa vie, donc c'est normal. Et qui dépend aussi de l'habitat à l'endroit de la tortue. Si la tortue est déjà dans un habitat favorable, elle n'a pas forcément besoin de se dépêcher d'aller ailleurs. Si l'habitat est très défavorable, il faut qu'elle se grouille pour pas mourir de froid et pour pas mourir de faim globalement. Donc dans cette configuration-là, elle va nager relativement vite vers l'habitat favorable. Et donc le mouvement de la tortue total, c'est les courants plus la nage, c'est la somme des deux, et le modèle, il va faire bouger la tortue. STAM, il fait ça pour toutes les tortues qu'on veut, et à tout moment, et sur une période qui pourrait par hasard recouvrir les années perdues qu'on n'arrive pas trop à observer. Donc ça veut dire qu'on peut prendre une plage de ponte, faire partir des bébés tortues de cette plage de ponte-là, et simuler leur dispersion en mer pendant 20 ans. Chose qu'on ne peut pas observer avec les balises qu'on a aujourd'hui. On a des petites informations, mais on n'a pas des trajectoires qui durent 20 ans. Le record, il est, je vous le rappelle, 366 jours. Donc ce modèle, il permet de combler les lacunes auxquelles on fait face avec les observations. Et avec ce modèle, on a plein d'infos qui sont super pour apporter un soutien, encore une fois, pour la conservation. Donc en haut à gauche, c'est une figure de dispersion des tortues qui partent d'une plage de ponte de Guyane française. On ne voit pas très bien, mais il y a 2 petits carrés jaunes au niveau de la Guyane française, en bas à gauche. Toutes les tortues partent de là et sont simulées en mer pendant 18 ans. Chaque petit point, c'est une position de une tortue à un moment donné, et la couleur du point, c'est l'âge de la tortue à cette position-là. Ce qui fait qu'avec une seule figure, on peut voir un peu, en fonction de l'âge des tortues de cette population, où est-ce qu'elles vont se disperser tout au cours des années perdues. Donc on voit par exemple là qu'au début, elles sont au large de la Guyane. Elles vont soit rentrer par la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique pour ressortir au sud de la Floride, ou alors éviter cette zone et rester dans l'océan Nord-Atlantique, puis traverser l'océan Nord-Atlantique et arriver sur des zones en étant beaucoup plus âgées. Au niveau des Açores, le gros point rouge au milieu de l'océan là-haut, sur les côtes françaises, donc c'est notamment celles-ci qu'on va retrouver de temps en temps échouées et qui vont être du coup récupérées par Florence, en Méditerranée aussi et au large de la Mauritanie en Afrique de l'Ouest. Juste en dessous, on a pour la même population une figure de densité de tortues. Globalement, c'est pour essayer de voir
dans quelle zone on a le plus de chances de croiser ces tortues-là. Ces informations-là, c'est pas du tout pour aller faire du tourisme, c'est plus pour, si on veut cibler une zone en priorité pour les protéger, eh ben on va aller viser les zones où on est quasiment sûr qu'elles, soit elles y passent toutes, soit celles qui y passent, elles y restent longtemps. Donc là, globalement, c'est les Açores, et ça va être aussi le sud du Portugal, ou encore une fois au large de la Mauritanie, en Afrique de l'Ouest. Et ici, ce que vous avez, c'est une animation de ces simulations. Chaque petit point bleu est une tortue qu'on a relâchée de manière virtuelle depuis la Guyane française. Et au cours de la simulation, elles vont du coup se disperser dans l'océan Atlantique Nord et dans les bassins qui sont à côté. Et en fond de carte, les nuances de marron qu'on voit, c'est la favorabilité de l'habitat. Plus c'est marron, plus l'habitat est favorable. Plus c'est blanc, moins l'habitat est favorable. Et pourquoi ça évolue? Ça évolue pour deux raisons. Au gré des saisons, les conditions océaniques ne sont pas les mêmes. L'océan se refroidit, il se réchauffe. Donc là, il y a un cycle saisonnier dans l'habitat pour les tortues. Et aussi, au fur et à mesure de la simulation, les tortues grandissent, se développent. Donc leur résistance au froid change et leurs besoins alimentaires augmentent. Donc plus on va avancer dans la simulation, plus les tortues vont venir se concentrer dans des zones où il y a beaucoup à manger parce qu'elles ont besoin de beaucoup manger pour se développer et se maintenir en vie. Donc avec les simulations, on peut apprendre énormément de choses sur les tortues juvéniles et pendant toute la période des années perdues. Et je reviens quand même sur le but originel de tout ce travail de recherche qui est de protéger ces tortues-là. En fait, le but de toutes ces simulations, c'est notamment d'identifier les menaces qui pèsent sur un stade de vie qu'on ne peut pas observer. Et donc, grâce à ces données simulées, on va pouvoir les croiser avec tout plein d'autres données pour essayer d'identifier et de caractériser les menaces qui pèsent sur les tortues. Je les ai regroupées en quelques-unes en deux familles de menaces, on va dire. Il y a les sources naturelles, donc les zones froides, les eaux froides. Certaines populations sont plus sujettes à entrer dans des eaux froides plus ou moins rapidement et donc à avoir une mortalité due aux eaux froides plus ou moins importante. Et encore, il y a la prédation aussi. Par exemple, si on a des informations sur les zones très fréquentées par des requins, je prends cet exemple-là, j'aurais pu en prendre un autre, et qu'on voit que c'est une zone qui est aussi beaucoup traversée par les tortues juvéniles, là aussi, on va pouvoir comprendre aussi pourquoi peut-être il y a moins d'individus sur une population plutôt qu'une autre, peut-être parce qu'elle passe par un endroit qui est très prédaté. Ça, c'est des menaces sur lesquelles on ne va pas intervenir. C'est des menaces de l'ordre naturel, c'est l'ordre naturel des choses. On ne va pas commencer à chasser des requins pour sauver les tortues. C'est le serpent qui se mord la queue, ça n'a pas de sens. Par contre, là où on peut agir, c'est sur les menaces anthropiques, donc liées aux activités humaines, comme je le présentais tout à l'heure. Les activités de pêche, si on lit les informations sur les tortues et la pêche, on peut très vite trouver des zones qui sont fréquentées par la pêche et les tortues, et donc là où il y a de fortes chances qu'il y ait des interactions qu'on n'a pas envie qu'elles aient lieu. Trafic maritime, c'est pareil pour les collisions avec les bateaux de transport. Si on identifie des couloirs de transport maritime avec des couloirs de migration de tortues, pareil, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi il y a un problème dans une zone ou une autre, et par exemple réguler la vitesse de ces bateaux, ou peut-être changer leur trajectoire. Bon, ça donne de la politique, mais c'est ce genre d'informations qu'on peut donner. Et enfin, le plastique marin, pareil, il y a des modèles qui permettent d'évaluer la concentration en plastique dans l'océan. Si on croise ces données-là avec nos données de densité de tortues, on peut aussi identifier les zones où il y a beaucoup de tortues et beaucoup de plastique, et donc pourquoi pas les prioriser pour les nettoyer. Ça peut être une solution. Et c'est ça, en fait, le but de tout ce travail de recherche, c'est d'identifier ces menaces et du coup d'aider à la mise en place de mesures de conservation qui ne soient pas juste des mesures de conservation parce qu'on a envie, des mesures de conservation qui ont du sens et qui sont efficaces pour les tortues marines et juvéniles notamment. Et voilà, merci à vous pour votre attention et à tout cela pour l'instant.